est une icône que l'on surnomme le Kaiser, l'empereur en allemand, car lorsque vous présidez aux destinées artistiques des plus grandes maisons de haute couture du monde, Fendi, Chanel et la griffe qui porte votre nom, on peut dire de vous que vous régnez véritablement sur le monde de la mode. Eh bien, nous sommes à Rome pour les 90 ans de Fendi et nous allons à la rencontre de nul autre que Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, merci beaucoup d'être avec nous dans The Global Conversation. Nous sommes ici à Rome pour fêter les 90 ans de Fendi, une maison que nous associons au luxe. Mais qu'est-ce le luxe pour vous? Fendi est un bel exemple de ce que le luxe doit être et peut être. Donc, vous savez, le luxe, il y en a de toutes sortes. Le luxe, c'est aussi d'avoir du temps pour soi, sans être obligé de vivre sous une pression continuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pauvres gens qui n'ont rien à faire et d'autres qui sont trop stressés. Donc ça, c'est le luxe aussi. Le luxe, c'est aussi une question de qualité. Le luxe, c'est une question de tournure d'esprit. Vous savez, on peut faire un essai là-dessus. Ça n'est pas seulement les choses chères. Il faut encore qu'elles soient bien faites et qu'elles justifient leur prix et leur qualité doit être impeccable. Mais le luxe, pour vous, c'est peut-être aussi travailler. On dirait que vous ne vous lassez jamais. Oui, Quel est le secret de votre énergie? Il n'y a pas de secret parce qu'il ne faut pas oublier que, aussi bien que pour Fendi que pour Chanel, je travaille dans des conditions exceptionnelles. J'ai les meilleurs gens dans les meilleures conditions. Je n'ai pas des gens de marketing dans les pattes. Je peux faire ce que je veux où je veux. Vous comprenez, ça, c'est déjà le comble du luxe. Hein. Parce que dans d'autres maisons, les designers, il a les marketing, il a tout dit, moi, je n'ai pas ça. Donc, si on voulait m'embêter avec ça, je partirais à la seconde. Hein. Et nous allons fêter les 90 ans avec un défilé... Pas les miens, hein. Non, heureusement pas encore, ce n'est pas votre anniversaire, mais celui de Fendi. Et nous allons le fêter à la Fontaine de Trévi. Oui. Et c'est un défilé qui est inspiré par Rome, par les contes de fées. Pas uniquement par Rome. Le thème de la collection, c'est légendes et fairy tales. Et comment traduisez-vous ça dans vos vêtements, alors, dans vos créations? Non, parce qu'au fait, ce qu'on a fait, vous verrez, c'est très poétique, c'est très comme un conte de fées. Et je me suis inspiré de quelqu'un tout à fait oublié. Il y avait, au début du siècle dernier, un Danois qui s'appelait Kay Nielsen, qui était un merveilleux illustrateur, très poète, très étrange, très nordique, pas du tout comme les Art Nouveau ou les Art Déco, et que j'ai redécouvert tout à fait par hasard, parce que complètement oublié. Hein, et j'ai pris une inspiration de ça pour les couleurs, pour certains graphismes et tout. On a demandé évidemment à la fondation ou à l'éditeur, parce que il n'y a plus trace de rien de lui. Mais c'est très très joli. Et ça, c'est une des inspirations transformée en mode italienne. Et la maison Fendi, elle est connue pour son savoir-faire, utiliser le travail à la main. Mais comment incorporez-vous aussi alors toutes les innovations technologiques? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Sinon, on ne fait pas ce genre de choses. Si vous restez avec une formule, vous êtes foutu dans très peu de temps. Hein. Il faut avoir les yeux ouverts. Vous pouvez faire les choses les plus inspirées par n'importe quoi, mais en même temps, il faut que ça soit à la pointe du progrès, dans les techniques les plus nouvelles et tout. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et Rome, c'est une ville qui est importante pour vous? C'est une ville après Paris que je connais le mieux. Hein. Donc, Rome, je pense, dans ma vie, je suis allé plus de 800 fois. Donc, j'ai même eu des appartements à Rome. C'est un endroit où je me sens... Je déteste l'expression chez moi. Je suis nulle part chez moi. Je suis chez moi partout. C'est pas du tout pareil. Mais c'est quand même un endroit extrêmement familier. Et quelle était votre première rencontre avec cette ville? Mais ça, j'étais enfant avec mes parents. Ça, c'est la préhistoire. Et est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué? Oui, la grippe que j'avais. Alors, vous n'êtes bien sûr pas lié qu'à Fendi. Vous travaillez aussi pour Chanel, pour la griffe qui porte votre nom. Est-ce qu'il faut avoir une triple personnalité? Mais il n'y en a pas, il y en a 3. Il en a 3?
Oui, c'est ça, j'espère. Parce que vous savez, Fendi, c'est ma version italienne, Chanel, c'est ma version de Chanel française, et le reste, c'est moi. Et je vous ai vu faire vos croquis à une vitesse et une précision époustouflantes. Oui, mais Oui. j'ai voulu devenir illustrateur au début. Et ça m'aide beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens travaillent avec des computers, les art directeurs regardent des trucs que d'autres font. Moi, je fais tout moi-même. Et je fais des dessins extrêmement précis, presque en 3 dimensions, que les gens qui travaillent avec moi, les premières, comme on les appelle, n'ont presque pas besoin de poser des questions. Quand je vois les premiers essayages de la toile ou du modèle, ben, ça ressemble à mon dessin exact. Si c'est pas bien, c'est que c'est ma faute, mais c'est pas leur faute. C'est intéressant parce que j'aurais pensé que ces personnes qui traduisent vos images sont des perles rares. Moi, c'est traduit d'avance avec des annotations et des dessins en 3 dimensions. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais j'adore ça. Hein. Parce qu'au départ, je voulais devenir caricaturiste et portraitiste. Et nous avons demandé à nos internautes d'Euronews de nous envoyer des questions pour cette interview. Vous êtes une icône, mais Christos Senekus renverse la question et il nous demande: qui est votre icône? Mon icône? Ben ça, c'est des icônes que les gens ne connaissent plus peut-être. C'est Harry Kessler qui a fondé le Bauhaus et qui a fait la fondation Nietzsche à Weimar et des choses comme ça. Ou Walter Rathenau, la première victime des nazis en Allemagne. J'en ai comme ça, j'en ai. Mais au fait, je ne pense pas aux gens en termes d'icônes. Et mes icônes, à moi, le grand public ne les connaît pas. Et la muse est-elle importante pour vous? Oui, la muse, c'est Choupette. Choupette, votre chat? Oui, oui, oui. Et comment est-ce qu'elle vous inspire? Heureusement, ce n'est pas analysable. Hein. Par sa simple présence, hein, elle a un effet très calmant. D'ailleurs, c'est médicalement reconnu que les gens qui ont un chat ont beaucoup moins de problèmes de santé et de tout que ceux qui n'en ont pas. Il paraît que c'est une thérapie incroyable. J'ai lu un grand article sérieux et scientifique là-dessus. C'est vrai que les animaux nous apaisent, mais je pense aussi que... Oui, mais j'ai pas besoin d'être apaisé, je l'ai un peu hystérique, mais non, vous savez, c'est relativement récent, elle a 5 ans. Et avant, jamais de ma vie, je pensais que je pourrais tomber amoureux d'un chat. Hein. Mais elle est exceptionnelle hein, et célèbre dans le monde entier. Quelles sont ses qualités exceptionnelles? Ben, ses qualités, c'est que sa présence et sa beauté aussi, parce que c'est une joie de la regarder, elle est à mourir de rire, hein, avec ses grands yeux comme des saphirs étoilés, et puis son pelage impeccable, parce qu'elle a plusieurs femmes de chambre et tout, elle n'est jamais seule. Même ici, à l'hôtel, elle est en haut avec sa femme de chambre. Ah, elle voyage avec vous? Oui, certes, on ne voyage pas tous. Il y a des pays où pour les animaux, ça pose des problèmes, mais c'est des pays que j'évite. En Angleterre, par exemple, je ne vais pas, mais maintenant avec le Brexit, on n'a plus besoin de se poser la question. Je vais vous poser une question sur le Brexit, parce que nous nous inquiétons pour l'Europe. Certains disent que le Brexit, c'est peut-être le premier pas de la désintégration de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que m'a choqué, c'est que les gens qui ont provoqué la sortie se sont retirés une fois le désastre fait. C'est l'horrible bonhomme, là, le maire de Londres, et puis l'autre aussi, c'est prétentieux, là, très, très populiste. Je trouve ça honteux. Et pour moi, je m'excuse, Cameron, c'est les fossoyeurs de l'Europe, dans un sens, parce qu'ils avaient des avantages que les autres n'avaient pas. Et les gens qui votent, ce n'est pas forcément ceux qui font l'avenir. Ils vont leur vider leurs élites. Hein. Voilà ce qui arrive quand on fait des bêtises. Et que pensez-vous alors de la situation en Europe? Parce qu'on voit aussi en Europe une montée de nationalisme. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète, je ne pense pas que ça puisse arriver. Mais l'Autriche et tout ça, c'est pas marrant du tout, ni la Pologne, ni rien. Hein. Et en France aussi, il y a un gentil petit mouvement. Bon. Hein. Et quelles alors sont les répercussions pour les jeunes, par exemple, les jeunes dans la mode? Est-ce que ça va leur... Ah non, la mode, ça existera toujours. Il y aura peut-être plus de H&M que de grands luxe, mais la mode, ça existera toujours. Hein. Existe-t-il une élégance européenne, à votre avis? Oui, parce qu'il y a une élégance du Moyen-Orient. La burqa, c'est très élégant, mais ce n'est pas pour nous. Et c'est quoi l'élégance européenne? Parce que vous êtes citoyen d'Europe.
Oui, d'accord. Ben, vous savez, encore un truc qui est difficile à mettre en mots, c'est une allure quand même cosmopolite, c'est pas régional, vous voyez. C'est une attitude, une légèreté. Mais il faut qu'il fasse attention que ça ne disparaisse pas, hein, parce que le populisme n'encourage pas ces choses-là. Hein. Je vous apporte une autre question qui est venue d'un de nos internautes, et c'est un Allemand qui vous demande « Quels seraient vos conseils aux jeunes créateurs qui veulent marcher dans vos pas ?» Eh bien, il faut qu'ils courent. Vous pensez qu'ils ont les mêmes opportunités que vous avez eues? Non, parce que moi j'ai commencé à une autre époque. In 1965, choose a young, emerging designer. His name is Karl Lagerfeld. From his hands, a new concept of fur is born. From status symbol to light, colourful, fun apparel for the emancipated, independent woman. Always on the lookout for a unique style. J'ai des connaissances qu'aucune école ne donne, vous savez. Depuis le temps que je fais ça, je ne regarde jamais en arrière, mais j'ai quand même une accumulation de connaissances que, franchement, je ne vais pas les décourager, mais il vaut mieux que je prenne un autre exemple. Oui. Et quels seraient vos conseils pour ces jeunes? Je ne donne pas de conseils. Je donne que des conseils individuels, mais pas généraux. Hein. Donc, parce que ça dépend de tout, des talents qu'ils ont, de l'envie qu'ils ont, des circonstances dans lesquelles ils vivent, comment ils peuvent s'exprimer, comment trouver la bonne voie et tout. Vous savez, c'est pas si simple que ça. Hein. Sinon, tout le monde réussirait. Il n'y a pas de livre de recettes pour ces trucs-là. Alors, vous me dites que vous regardez toujours vers l'avant. Oui, l'avant, 6 mois. Hein. Parce que la mode, c'est ça. Parce que le côté, ça c'est avant-garde, on le portera dans 20 ans ou je ne sais pas quoi. Rappelez-vous, l'avant-garde des années 60, mais personne n'est habillé comme ça aujourd'hui. Hein. Ça, c'était quand même une fumisterie des premières. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, alors, qui nous vient de Nam King, qui demande « L'industrie de la mode, à quoi ressemblera-t-elle en 50 ans ?» Est-ce que vous pouvez vous projeter? Écoutez, je n'ai pas ma boule de cristal avec moi, hein, je ne sais pas. Et vous avez les pieds sur terre, et vous vivez dans un monde d'excentricité. Taille 42. Comment faites-vous? Je ne sais pas, je suis pragmatique, lucide, et je ne me fais pas d'illusions, surtout à mon propre sujet. Et les créateurs se plaignent parfois que le monde de la mode va beaucoup trop vite. Oui, mais dans ce cas-là, qu'ils ne signent pas des contrats avec des grandes sociétés qui ont besoin pour leur affaire d'un certain rythme. Ils veulent bien le chèque, mais le boulot, c'est un peu plus dur après. Mais ça, ils s'en aperçoivent qu'après. Hein. Et en plus, il y en a qui m'en veulent littéralement, parce que j'ai initié des collections qui n'existaient pas avant. La croisière n'était pas développée comme ça. Et en plus, pour Chanel, il y a les métiers d'art et tout. Et les pré-collections et tout. Je sais que je suis vaguement responsable d'un rythme infernal, mais j'ai les équipes pour le faire. Et des clients, entre guillemets, surtout Chanel et Fendi, qui ont besoin de ça. Si vous êtes développé et si vous, à ce point, et si vous faites travailler autant de monde, eh ben, il faut y aller de votre personne. Parce que moi, vous savez, je suis sur une plage pour chercher l'inspiration, je ne crois pas. Hein. On dit en français, l'appétit vient en mangeant. Eh bien, les idées, ça vient en travaillant. Et dans votre sommeil aussi, j'ai entendu dire... Oui. J'ai comme des flashs électroniques, je vois tout d'un coup un truc. Même aussi dans la vie, dans la baignoire, c'est très, très étrange. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Ça prouve que je suis complètement imbibé de mon métier. Je suis ravi. Et ça vous est toujours arrivé d'avoir... Non, ça s'est aggravé avec le temps. Donc, je trouve que j'ai fait des progrès. Et alors, Oumano nous pose cette question. Quelle était la chose la plus compliquée à laquelle vous avez fait face pendant votre carrière? Probablement, il y en avait tellement que je ne m'en souviens pas. Et ça s'est assez bien passé que je n'ai pas un souvenir de quelque chose de très difficile et tout. Et puis vous avez tout mon passé professionnel et privé, c'est une compression de César, hein, réduit, donc je ne me rappelle pas. Hein. D'accord. Et ressentez-vous un besoin de transmettre votre savoir-faire? Ah non, ça, on ne peut pas. Si, j'ai des assistants, j'ai des stagiaires et tout, si, dans une certaine limite, oui. Mais il faut que les gens comptent un peu sur eux-mêmes. Hein.
D'accord. Moi, j'ai toujours compté sur moi-même. Et vous savez, quand j'étais jeune, d'être jeune, c'était un inconvénient, parce que vous n'avez pas d'expérience, vous étiez nul. Aujourd'hui, sous prétexte qu'on est jeune, on est génial. Et puis, si vous êtes un peu moins jeune, eh ben, vous n'intéressez plus personne si ça n'a pas marché. Hein. Et puis, beaucoup de gens qui se font passer pour des young designers ont 45 ans. Alors non, s'il vous plaît, au secours. Hein. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez apporté? Je reviens à la maison Fendi. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette maison Fendi? Eh bien, surtout au départ, de faire la fourrure différemment. Parce qu'avant, c'était une chose raide, bourgeoise, lourde et tout. Et les sœurs, déjà, et puis maintenant encore beaucoup plus, n'ont peur de rien, d'utiliser la fourrure comme si c'était un velours, n'importe quoi et tout ça. De perdre le respect pour un truc parce que c'est cher. Et voilà. Non, aujourd'hui, il faut casser la baraque pour en faire quelque chose de nouveau. Et vous avez relevé tellement de défis. Est-ce qu'il y a un défi qui vous tient à cœur? Moi, je vois ça pas comme un défi. Je vois ça comme une chose logique faisant partie de mon métier. Hein. Il n'y a pas de défi. Je ne compte à rendre à personne, sauf à moi, et ça, je m'en fous. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous refuserez toujours de faire parce que vous êtes lancé dans tellement d'aventures différentes? Non, je ne refuse rien si c'est un truc que je n'ai pas encore fait et si je trouve que c'est un challenge intéressant. Si évidemment on me propose des bêtises, je refuse, mais on ne m'en propose pas. Vu les gens avec qui je travaille, ce risque n'existe pas, ni ici, ni à Paris. Hein. Parce que vous n'êtes pas, bien sûr, que couturier, vous êtes aussi un photographe talentueux. Apparemment. Et comment fonctionne alors? Ben ça, c'est la continuité. Parce que si j'étais que dans la mode, proprement parlant, je perds le contact avec le monde extérieur. En faisant des photos pour tous les journaux et tous les pubs que j'ai fait, enfin pas tous les, certains, hein, il y a une continuité avec les gens de la mode, avec les rédactrices, avec les filles du moment et tout. Et ça, c'est très important parce que l'isolement, c'est la mort. Quand les gens commencent à se mettre dans une tour d'ivoire, c'est foutu. On n'est plus à l'époque où on drapait des robes de taffetas en écoutant Verdi. Hein. Ça, c'est fini. Et vous êtes connu pour vos carlismes. Je voudrais vous en citer un en anglais. Et il faut que je le trouve. C'est « I know how annoying, impossible and hard to please I can be. I wouldn't recommend myself as a guest to anyone. » Par contre, vous me semblez très charmant. Qu'est-ce qui vous rend impossible? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que je l'ai dit. Ah oui? Mais vous savez, il y a des carlismes qui n'en fait pas d'autres Carl que moi. Hein. Et finalement, vous créez, mais pour vous, vous avez un style presque immuable. Pourquoi? Oui, immuable et pas si immuable que ça, parce que ça me va, parce que c'est impeccable, parce que j'ai horreur de laisser aller et que finalement, ça s'est gravé dans la tête des gens. Résultat, je ne peux pas traverser la rue. Hein. Je ne vais plus jamais dans la rue. Hein. Vous n'allez plus jamais dans la rue? De la porte de la maison jusqu'à la voiture et de la voiture à la porte où je vais. Je ne vais pas dans les endroits publics. Oh non, c'est une horreur avec les selfies et tout. J'adore tous ces progrès. Je ne me rappelle même pas comment était la vie avant l'iPhone, mais personnellement, je n'ai pas envie d'être avec des milliers d'inconnus sur une photo. Hein. Karl Lagerfeld, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans The Global Conversation. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Pas du tout. Tiens.